Il existe différentes catégories de droits d'enregistrement. Tout d'abord, les droits de mutation à titre gratuit. Les droits de mutation à titre gratuit sont les droits d'enregistrement qui frappent les mutations dont le bénéficiaire ne fournit aucune contrepartie, c'est-à-dire les mutations qui procèdent d'une intention de libéralité. Ils se composent de deux ensembles, soumis à des régimes voisins, les droits de succession et les droits de donation. Les droits de succession viennent frapper les biens faisant partie du patrimoine du défunt au moment du décès et transmis à ses héritiers ou légataires en raison du décès. L'assiette de ces droits est gouvernée par deux principes. D'une part, est assujetti au paiement des droits de succession tout bénéficiaire d'une part successorale supérieure au minimum imposable, quel que soit le titre auquel la succession est recueillie. D'autre part, le fait générateur de l'impôt est le décès. Ce peut être aussi l'absence de l'intéressé, mais de façon exceptionnelle. Par conséquent, c'est à la date du décès qu'il convient de se placer pour évaluer les différents biens objets de la mutation. Pour déterminer le montant de l'impôt, il convient avant tout d'évaluer l'actif successoral, c'est-à-dire la valeur des biens imposables objets de la mutation. Il faut ensuite retrancher de ce montant celui du passif déductible, qui correspond au montant de certaines dettes, à la charge du défunt au jour du décès. Le calcul de l'impôt est ensuite effectué pour chaque part successorale nette, c'est-à-dire pour la part qui, dans cet actif successoral diminué du passif, revient à chacun des ayants droit. Et préalablement à ce calcul, il convient de faire application sur chaque part successorale nette de l'abattement prévu. La loi prévoit en effet des abattements dont l'importance varie en fonction des liens familiaux qui unissaient le défunt et l'ayant droit. C'est ainsi qu'un abattement relativement élevé est prévu dans le cas d'une succession en ligne directe, tandis qu'il sera beaucoup plus faible pour les successions entre frères et sœurs ou entre oncles et neveux et nièces. Oncles et tantes, je veux dire, et neveux et nièces. Enfin, un abattement, à défaut d'autres abattements, est prévu qui atteint un niveau encore plus modeste. Vous en trouverez le détail des montants aux articles 788 et 779 du Code général des impôts. Je signale également que la part successorale recueillie par le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un PACS est totalement exonérée de droits de succession, ce qui explique la raison pour laquelle on ne parle pas d'abattement à ce sujet. Après application des abattements, l'impôt est calculé par application d'un taux à chaque part successorale. Et là encore, les taux varient en fonction des liens qui existaient entre le défunt et ses héritiers ou légataires. Des barèmes progressifs différents vont s'appliquer aux transmissions en ligne directe et aux transmissions en ligne collatérale. Le degré de progressivité et les taux applicables sont plus favorables dans le cas d'une succession en ligne directe que dans les autres cas. Le calcul des droits d'enregistrement peut ensuite donner lieu à l'application de réductions d'impôts. En matière de succession, ces réductions de droits peuvent être liées à la prise en compte des charges de famille du bénéficiaire de la mutation. La même structure générale se retrouve s'agissant des droits qui frappent les donations, contrats par lesquels une personne, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement, sans contrepartie et avec une intention libérale, la propriété d'un bien à une autre personne qui l'accepte et qui est dénommée le donateur. Les donations sont en principe soumises aux mêmes règles fiscales que les successions. On va retrouver les mêmes tarifs et des réductions d'impôts. Il existe néanmoins quelques différences qui résident notamment dans le fait qu'il n'y a pas ici de passif déductible à prendre en compte. Par ailleurs, les dons entre époux ou partenaires d'un PACS sont imposables à la différence de ce qui prévaut en matière de succession. Un barème progressif, qui est prévu à l'article 777 du Code général des impôts, leur est applicable. Nous en venons aux droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire des impositions qui portent sur d'autres opérations que les successions et les donations. Ces impôts, les droits de mutation à titre onéreux, sont dus à raison des transmissions de biens ou de droits qui donnent lieu, de la part du nouveau possesseur, à la remise d'une contrepartie à l'ancien possesseur. Ces impôts sont acquittés par le nouveau possesseur du bien ou du droit et frappent en particulier les ventes d'immeubles, les cessions de fonds de commerce,
les cessions de droits sociaux, actions ou parts sociales, ou encore les apports à titre onéreux effectués au profit d'une société. Ce sont des impôts qui peuvent donner lieu à l'application tantôt d'un taux proportionnel, tantôt d'un barème progressif et parfois même à l'application d'un simple droit fixe. En ce qui concerne les ventes d'immeubles, eh bien, elles sont imposées au taux proportionnel de 3,80%, taux que les conseils départementaux peuvent modifier chaque année. Le Code général des impôts prévoit que, sauf disposition particulière, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80%. Il est précisé qu'il peut être modifié par les conseils généraux, maintenant conseils départementaux, sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20% ou de le relever au-delà de 3,80%. En d'autres termes, les conseils généraux, les conseils départementaux, ont un pouvoir de modulation entre un taux plancher, 1,20%, et un taux plafond, 3,80%. Toutefois, dans le cadre du pacte de confiance et de solidarité entre l'État et les collectivités locales du 16 juillet 2013, la loi de finances initiale pour 2014 leur a permis de relever le taux maximum au-delà de 3,80% dans la limite de 4,5%. Et cela pour les actes passés entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. Cette mesure, qui était prévue initialement à titre temporaire, a été pérennisée pour les actes passés à compter du 1er mars 2016, pérennisation opérée par la loi de finances pour 2015, à son article 116. Alors, cela ne supprime pas le droit pour les départements de baisser le taux du droit départemental de 3,80% jusqu'au taux plancher de 1,20%, mais en tout cas, ils peuvent le majorer jusqu'à 4,5%. Ce droit s'applique sans condition particulière à toutes les ventes d'immeubles ne relevant pas de la TVA ou d'un régime plus favorable. Nous venons de mentionner les ventes d'immeubles. Il convient à présent de faire mention de l'imposition de la mutation à titre onéreux de la propriété de fonds de commerce ou de clientèle. Ces opérations sont soumises à un impôt prévu par l'article 719 du Code général des impôts, auquel viennent s'ajouter des taxes locales additionnelles départementales et communales, droits et taxes qui sont calculés en faisant application d'un barème progressif. Enfin, il est prévu qu'un droit fixe vienne frapper d'autres actes, les actes non expressément assujettis à un droit proportionnel ou progressif, ainsi que les actes exemptés de l'enregistrement, mais présentés volontairement à cette formalité. Plusieurs tarifs de droit fixe ont été instaurés à des montants relativement modestes. La deuxième catégorie d'impôts sur le patrimoine qu'il convient d'évoquer ici, ce sont les impôts sur la fortune, et donc en particulier, en France, l'impôt de solidarité sur la fortune. Il fait l'objet, dans cet enregistrement, d'une deuxième section. L'impôt de solidarité sur la fortune a été créé par la loi de finances pour 1989, et il venait alors succéder à l'impôt sur les grandes fortunes, l'IGF, qui avait été institué par la loi de finances pour 1982 et qui fut supprimé en 1986 à la suite du changement de majorité parlementaire. L'impôt de solidarité sur la fortune, créé donc par la loi de finances pour 1989, c'est un impôt direct qui concerne un nombre assez limité de personnes, puisqu'on ne dénombre actuellement que 270 000 redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, et leur imposition au titre de cet impôt procure des recettes non négligeables, mais encore assez limitées, au Trésor public. En 2010, ces recettes ont atteint entre 4 et 4,5 milliards d'euros, ce qui n'est absolument pas négligeable, je tiens à le souligner, sans être évidemment comparable aux recettes que procure la TVA. Si cette contribution financière apparaît modeste ou relativement modeste, c'est par comparaison avec le tumulte que suscite parfois l'impôt de solidarité sur la fortune dans le débat public. Il est vrai que l'impôt sur la fortune n'est pas un impôt comme les autres. L'impôt de solidarité sur la fortune appartient à une catégorie d'impôts particulière dont il n'est pas facile de donner une définition générique. Il est en tout état de cause délicat
de définir ces impôts à partir de leur objet, c'est-à-dire la fortune. Il s'agit en effet d'une notion difficile à identifier et qui ne se distingue pas de façon très satisfaisante de notions voisines comme celle de capital par exemple. Il est possible de considérer que le capital ne désigne que les biens productifs de revenus, tandis que la fortune comprend tous les biens du contribuable, productifs ou non. Pour autant, il n'est pas toujours aisé de tracer une frontière très nette entre ces deux ensembles. À titre d'exemple, un tableau peut être considéré comme non productif de revenus monétaires et ne faire partie que de la fortune du contribuable, mais il peut aussi être considéré comme la source d'un flux de satisfaction pour celui qui possède ce tableau. Et si l'on considère qu'il est évaluable en termes monétaires, eh bien le tableau apparaîtra comme un bien productif de revenus. Il sera donc susceptible d'être imposé au titre d'un impôt sur le capital comme d'un impôt sur le revenu. En réalité, si l'imposition de la fortune présente des particularités, ce n'est pas du côté de la matière imposable qu'il faut rechercher cette particularité. Pour caractériser véritablement l'impôt sur la fortune, il faut plutôt se tourner vers les modalités de ce type d'imposition. C'est un type d'imposition qui se distingue en effet principalement par son fait générateur et par son assiette. Les biens d'un contribuable peuvent avoir différents faits générateurs. Ils peuvent être taxés à 3 moments différents. Premièrement, au moment de la transmission des biens. Les biens sont donc imposés au moment où ils changent de propriétaire. Et cette imposition, nous venons de le voir, c'est celle qui est opérée par les droits de mutation. Deuxièmement, un contribuable peut être imposé lors de l'accroissement de la valeur de ses biens. Ce n'est pas le bien dans son ensemble qui est taxé. Dans cette hypothèse, c'est la plus-value réalisée et constatée de façon périodique et occasionnelle. Ce mode d'imposition peut être opéré à travers l'imposition du revenu, comme c'est le cas en France. Lorsqu'on réalise une plus-value immobilière, eh bien, on s'expose, à raison de cette forme de revenu, à l'impôt sur le revenu. Troisièmement, le contribuable peut être imposé à raison de la simple détention des biens. Et ce type d'imposition caractérise les impôts sur la fortune. En d'autres termes, constitue un impôt sur la fortune tout impôt résultant de la détention d'un bien à une date donnée. Le degré et l'intensité de la détention peuvent être plus ou moins élevés. Est ainsi considéré comme un impôt sur la fortune celui qui frappe le propriétaire, mais aussi celui qui frappe l'usufruitier, c'est-à-dire une personne qui a uniquement la jouissance du bien. En résumé, les impôts dont le fait générateur est la détention d'un bien sont considérés comme des impôts sur la fortune. Et ce critère, effectivement, permet de distinguer impôt sur la fortune et impôt sur les plus-values, impôt sur la fortune et impôt sur les successions. Il conduit aussi à inclure dans la catégorie des impôts sur la fortune d'autres impositions que l'impôt de solidarité sur la fortune français. Dans le système fiscal, on peut dire que si l'on se tient à cette définition de l'impôt sur la fortune, il faut également introduire dans la catégorie la taxe foncière. Et c'est la raison pour laquelle certains auteurs ont proposé de compléter ce premier critère pour accéder à une définition plus exacte de l'impôt sur la fortune. Un second critère devrait donc être pris en considération, c'est l'assiette de l'impôt. Et selon ces auteurs, eh bien, les impôts sur la fortune se distinguent des autres impôts par le fait qu'ils sont assis sur la valeur d'un bien. Et cette approche, effectivement, permet d'exclure la taxe foncière, dont on perçoit bien qu'elle n'est pas exactement la même chose que l'impôt de solidarité sur la fortune, permet donc d'exclure la taxe foncière du champ des impôts sur la fortune. En effet, cette taxe, la taxe foncière, n'est pas assise sur la valeur d'un bien, mais sur la valeur locative d'un bien. Autrement dit, sur la valeur d'un revenu potentiel. Et la logique donc est différente. En définitive, si l'on retient ces deux critères, eh bien, l'impôt sur la fortune peut être défini comme toute imposition dont l'assiette est la valeur d'un bien,
et dont le fait générateur est la détention de ce bien à un moment donné par le contribuable. Plus que d'autres formes d'imposition, l'institution de ce type d'impôt suscite traditionnellement des réserves, des débats, des controverses assez nombreuses, et les discussions relatives à l'institution d'impôt sur la fortune s'articulent fondamentalement autour de 4 grandes questions. Il s'agit d'abord de la question de la surimposition du revenu du capital. Pour certains auteurs, l'impôt sur la fortune représente un moyen d'imposer les revenus du capital plus lourdement que les revenus du travail. Et en faveur de cette surimposition des revenus du capital, on peut avancer un argument selon lequel le contribuable qui perçoit des revenus du capital se trouve dans une situation plus favorable que celui qui ne perçoit que des revenus provenant de son travail. Donc dans ces conditions, dès lors que les forces productives du salarié sont épuisées par l'utilisation de sa force de travail, il aura du mal à dégager des revenus supplémentaires en cas de nécessité imprévue. Au contraire, le bénéficiaire de revenus retirés du capital pourra, le cas échéant, mettre en œuvre sa propre faculté de travail et dégager donc des revenus supplémentaires. Néanmoins, il peut aussi être soutenu que si le détenteur d'un capital peut effectivement le liquider en cas de besoin, il n'est pas assuré d'en obtenir un prix satisfaisant. La valeur du capital peut tout à fait s'effondrer et les produits que l'on peut en retirer peuvent s'amenuiser, comme peut le montrer l'occasion d'une crise immobilière, par exemple. Et par comparaison, les revenus du travail peuvent sembler plus stables, du moins pour une fraction de la population active. La seconde question au cœur des controverses concernant l'institution d'impôt sur la fortune, c'est de savoir si ces impôts permettent une meilleure prise en compte des facultés contributives de chacun. À cet égard, le débat est peu intense, dans la mesure où l'argument favorable à l'impôt est difficilement discutable. En effet, il est évident que l'impôt sur la fortune permet d'appréhender des facultés contributives qui ne seraient pas imposées si l'on se tenait à l'imposition des revenus. L'économiste britannique Kaldor, chef de file du courant post-keynésien, l'a bien montré en imaginant cet exemple d'un Maharaja propriétaire d'un important stock d'or et de bijoux qui n'aurait aucun revenu. Dans un système où seuls seraient imposés les revenus, compte tenu de sa situation, ce Maharaja, très fortuné, ne serait pas plus imposé qu'un mendiant sans propriété et sans revenu. Une troisième question est davantage débattue. Selon les partisans de l'imposition de la fortune, ce type d'impôt offre l'intérêt d'inciter le détenteur d'un capital à affecter ses ressources à des fins productives pour payer le montant de l'impôt grâce aux revenus qu'il obtient, donc en vendant une partie de sa fortune ou en l'utilisant à des fins productives. Autrement dit, l'impôt sur la fortune serait favorable à la croissance économique, en vérité, dans la mesure où il pousserait à la réalisation de placements actifs, à la réalisation d'investissements, à l'acquisition d'actions, d'obligations, etc. On aurait là un type d'impôt qui aboutirait à une gestion plus productive des patrimoines. Les patrimoines, grâce à l'impôt sur la fortune, seraient peu ou prou réintroduits dans le circuit économique. Et cette analyse est d'ailleurs confirmée par l'OCDE. Les adversaires de cet argumentaire font néanmoins valoir que, à supposer que l'imposition de la fortune conduise effectivement à une réorientation vers des placements productifs, ce phénomène serait peu favorable en définitive, puisque selon eux, il se traduirait par des placements à l'étranger et par des placements non productifs de revenus monétaires, afin justement d'éviter l'imposition de ces revenus. On voit là les termes du débat. Enfin, une quatrième question concerne les effets des impôts sur la fortune sur les autres impositions au sein du même système fiscal. Dans la mesure où l'institution d'un impôt sur la fortune implique que les contribuables établissent une déclaration de l'ensemble de leurs biens. La création d'un tel impôt va procurer à l'administration fiscale
des moyens supplémentaires d'effectuer des recoupements. L'administration fiscale va acquérir la possibilité de rapprocher la déclaration de revenus et la déclaration de biens, et donc d'identifier des revenus du capital qui n'auraient pas été déclarés. Et l'administration fiscale peut aussi découvrir certains revenus qui ont permis l'acquisition de biens. Autrement dit, des revenus qui sont révélés finalement par l'existence de l'achat de tel ou tel bien. En somme, l'impôt sur la fortune peut, au-delà des avantages évoqués dans les termes des autres questions qui structurent le débat sur son existence et son intérêt, cet impôt sur la fortune peut aussi être regardé comme un moyen de contrôle des autres impôts. Et cette dimension de cette forme d'impôt reste assez forte, même si elle est discutée, là encore, par certains adversaires de ce type d'impôt. Venons-en à présent à l'imposition de la fortune en France. En dépit de certains arguments peu favorables à ce type d'imposition, à l'instauration d'un impôt sur la fortune en France, eh bien, je le disais tout à l'heure, la loi de finances pour 1982 a finalement mis en place un impôt sur la fortune. Il aura donc fallu attendre assez longtemps pour que le système fiscal français se dote d'un tel impôt. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, aucun projet n'avait vu le jour dans ce domaine. Au contraire, l'un des premiers et des plus sérieux projets d'instauration d'un impôt sur la fortune fut celui que Caillaux proposa dès 1914. Donc très tôt quand même est apparu ce questionnement. Et dans le projet ou dans la perspective retenue par Joseph Caillaux en 1914, il s'agissait d'instituer un impôt sur la fortune général, progressif, personnalisé et déclaratif. Et cet impôt devait porter sur la fortune immobilière, mais aussi la fortune mobilière des personnes résidant en France ou à l'étranger, en se limitant aux biens situés en France. Cet impôt devait être assez modéré dans son taux. Son taux le plus élevé ne devait pas dépasser 0,25%. Mais en dépit de son intérêt, eh bien, après un accueil a priori favorable, le projet n'a jamais abouti. Il a été repris à l'identique par Vincent Auriol dans une proposition de loi en 1920, mais sans suite favorable, là encore. Et par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs projets se sont succédés, et le 2 mars 1953, une proposition de loi a été déposée dont le dispositif s'inspirait directement du projet Caillaux. Mais là encore, sans suite positive. À partir des années 1970, des amendements tendant à l'instauration de l'imposition sur la fortune furent déposés tous les ans par des parlementaires du Parti socialiste et du Parti communiste. L'idée de créer une telle imposition recevait également l'adhésion de membres isolés d'autres formations politiques qui appartenaient à la majorité présidentielle de l'époque, si bien qu'en 1979, le Premier ministre chargea une commission d'examiner la possibilité de créer un impôt sur la fortune en France. Et finalement, ce fut à l'occasion du changement de majorité de mai 1981 que l'on vit aboutir, enfin, la création de l'impôt sur les grandes fortunes en France, dans le système fiscal français. Cet impôt, l'impôt sur les grandes fortunes, avait d'abord pour but de permettre la prise en compte des facultés contributives supplémentaires des contribuables possédant un important patrimoine. Et l'impôt sur les grandes fortunes devait également favoriser, c'était son objet, la réduction des inégalités excessives de patrimoine. Enfin, il y avait là un impôt qui visait à permettre de compenser les insuffisances des autres impôts ou taxes, qui imposaient peu les revenus du capital, et ménageaient donc les détenteurs de patrimoine important. À l'issue du changement de majorité de 1986, l'impôt sur les grandes fortunes fut supprimé, mais un nouveau changement de majorité en 1988 aboutit à la restauration d'un impôt sur la fortune, baptisé cette fois impôt de solidarité sur la fortune. C'est l'ISF que nous connaissons. Il a été créé par la loi du 23 décembre 1988, loi de finances pour 1989.
Et cet impôt, toujours présent donc dans le système fiscal français, n'a pas les mêmes objectifs que l'impôt sur les grandes fortunes, auquel il succède. Il s'agit moins d'obtenir une réduction des inégalités que d'obtenir des contribuables les mieux dotés des moyens destinés à financer l'aide aux plus défavorisés. L'impôt de solidarité sur la fortune fut ainsi présenté comme le moyen de financer une large part du revenu minimum d'insertion créé par la loi du 1er décembre 1988, et cet impôt n'a pas été supprimé par la suite, malgré des changements de majorité en 1993, en 1997 et en 2002. L'existence d'un impôt sur la fortune dans le système fiscal français paraît donc aujourd'hui globalement acceptée, au-delà des clivages qui séparent les partis des formations de gouvernement, et même si dans l'actualité récente, sa remise en cause a à nouveau été évoquée, on le voit finalement, ces débats se soldent par des transformations, mais non par la suppression de cet impôt qui semble bien désormais faire tout à fait partie du système fiscal français aujourd'hui. Encore une fois, même si le débat politique, spécialement lors de la discussion budgétaire, se prête souvent à des déclarations tout à fait hostiles à cette imposition. Sa suppression est réclamée régulièrement et elle prend principalement appui sur l'argument selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune incite à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale internationale, et plus généralement à la relocalisation des patrimoines sous des cieux fiscaux plus cléments. Mais en réalité, de ce point de vue, les conséquences de l'impôt de solidarité sur la fortune demeurent assez modestes, comme l'a montré le rapport du Conseil des impôts, aujourd'hui Conseil des prélèvements obligatoires, qui avait été remis au président de la République en 2004. Un autre argument a trait à ce qui peut être perçu comme un certain isolement de la France sur le plan fiscal. L'imposition sur la fortune serait devenue une forme de singularité du système fiscal français. Il est vrai que depuis plusieurs années, un certain nombre d'États connaissant également ce type d'impôt, aménagé selon des modalités variables, ont abandonné cette forme d'imposition. L'Autriche et le Danemark y ont renoncé, respectivement en 1994 et en 1997. En Allemagne, cet impôt n'est plus perçu depuis le 1er janvier 1997, à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 22 juin 1995, qui avait jugé inconstitutionnel ce prélèvement. Aux Pays-Bas, l'impôt sur la fortune a été supprimé en 2001 pour être remplacé par un impôt sur les revenus théoriques du capital. Et la Suède et la Finlande l'ont abandonné en 2007, tout comme l'Espagne en 2008, dans un contexte de crise économique. Idem enfin de la Grèce en 2009. Ces éléments n'ont toutefois qu'une valeur relative, même si on ne peut pas les négliger, car ce type d'imposition continue d'exister dans des États tels que la Suisse, où l'impôt sur la fortune existe au niveau cantonal et au niveau communal, au Luxembourg, où il a été supprimé en 2006 pour les personnes physiques, mais continue à être pratiqué pour les personnes morales, et encore en Norvège, ou en dehors de l'Europe, par exemple, en Inde. Donc l'isolement de la France est un argument réel, mais relatif. En tout cas, à relativiser. Et plus récemment, le débat au sujet de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune a quelque peu évolué dans ces termes. La critique porte désormais sur la faible performance de cet impôt en termes de recettes. Il faut souligner à cet égard que l'instauration d'un bouclier fiscal en 2006 est venue atténuer assez nettement le rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune. En conséquence, il s'agirait d'abandonner purement et simplement cet impôt, suppression qui serait compensée donc par une nouvelle taxation permettant d'atteindre les revenus les plus hauts à défaut d'imposer les patrimoines les plus élevés. Mais à ce sujet aussi, je le disais tout à l'heure, l'argument donc de la modestie des recettes de l'impôt de solidarité sur la fortune mérite d'être relativisé, puisque cette année, on le voit encore, cet impôt procure plus de 4 milliards d'euros au budget de l'État.
Quel est le régime juridique de l'impôt de solidarité sur la fortune ? En ce qui concerne les personnes assujetties à cet impôt et les biens imposables, seules sont soumises à l'ISF les personnes physiques dont le patrimoine imposable apprécié globalement au niveau des différentes personnes soumises à une déclaration commune excède le seuil d'imposition prévu par la loi à la date du 1er janvier. Et ce seuil est fixé à 800 000 euros par l'article 885 A du Code général des impôts. À présent, voyons la question de la liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune. Selon l'article 885E du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition, donc la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant aux membres du foyer fiscal. Pour déterminer la base d'imposition du contribuable, il convient d'abord d'évaluer sa fortune brute, c'est-à-dire la valeur de ses biens imposables, et ces biens sont pris en compte pour leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition. La valeur qui sert de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative que souscrit le contribuable, sous réserve du contrôle de l'administration. Il faut préciser ici que dès 1996, la Cour de cassation avait jugé qu'il convenait de décoter la valeur vénale à vide des immeubles occupés par leurs propriétaires. Et donc la Cour de cassation admettait l'application d'un abattement de 20% sur la valeur des immeubles occupés par leurs propriétaires. 20%, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1996, donc Fleury, que vous trouverez d'ailleurs à la revue Droit fiscal de 1996, au numéro 503, et la loi de finances pour 1999, dans son article 17, paragraphe 3, a repris à son compte cette doctrine, mais en limitant l'application de l'abattement de 20% à la seule résidence principale. Il faut savoir que par la suite, ce taux a été relevé de 20 à 30% à compter de l'ISF dû au titre de 2008 par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007, dont on a déjà eu l'occasion de parler ici, c'est-à-dire la loi TEPA. Une fois déterminée cette fortune brute, il faut déterminer la fortune nette imposable du contribuable, et cela se fait par imputation du passif déductible. Imputation du passif déductible, c'est-à-dire que l'on va déduire de cette fortune brute les dettes éventuelles qui grèvent le patrimoine du foyer fiscal au 1er janvier de l'année considérée. Et cela dans la mesure où ces dettes sont à la charge personnelle du redevable. Ce passif déductible comprend notamment les impôts, dont le fait générateur se situe au plus tard au 1er janvier de l'année d'imposition et qui reste à payer à cette date, mais aussi les emprunts, mais encore les découverts bancaires, les dettes envers des prestataires de services ou des entrepreneurs de travaux, ou encore les dépôts de garantie reçus des locataires en début de bail. Nous parvenons ainsi de la fortune brute à la fortune nette imposable, et cette valeur nette de l'ensemble des biens du contribuable étant déterminée, nous passons au calcul proprement dit de l'impôt. La détermination de la base imposable ayant été vue, nous passons à la liquidation proprement dite, donc le calcul proprement dit de l'impôt. Il s'agit d'abord de faire application du barème progressif de l'impôt. Barème qui est prévu à l'article 885U, comme Ursule, du Code général des impôts. En cela, le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune peut évoquer celui de l'impôt sur le revenu. Pour l'ISF dû au titre de 2011, il existait un barème dont la première tranche concernait la valeur du patrimoine n'excédant pas 800 000 euros, qui se voyait exposé à un taux de 0%, et c'était seulement à partir du montant supérieur, donc pour la tranche située entre 800 000 et 1 310 000 euros, que l'on s'exposait à un taux de 0,55%, et ainsi de suite, jusqu'à la tranche concernant le patrimoine net taxable supérieur à 16 790 000 euros, passible d'un taux de 1,8%. Voilà ce qu'il en était donc pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 2011.
Toutefois, dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine instituée par la première loi de finances rectificative pour 2011, donc la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, article 1er, eh bien, le seuil d'imposition avait été relevé finalement de 800 000 à 1 300 000 euros à compter de 2011, et le tarif de l'ISF avait été fortement simplifié en prévoyant, à compter cette fois du 1er janvier 2012, uniquement 2 tranches d'imposition. Une première tranche inférieure à 3 millions, exposée au taux de 0,25%, une tranche égale ou supérieure à 3 millions d'euros, 0,50%. Les effets de cette réforme ont, il faut le savoir, été neutralisés par la suite, puisque l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a, et pour la seule année 2012, institué une contribution exceptionnelle sur la fortune, visant à rétablir un montant d'impôt égal à celui qui aurait été dû si la réforme de 2011 n'avait pas été adoptée, celle que nous avons évoquée à l'instant. Donc en pratique, le tarif simplifié ne s'est jamais effectivement appliqué. Il s'est retrouvé finalement entre 2 parenthèses, dont la seconde parenthèse est donc cette loi du 16 août 2012, loi de finances rectificative du 16 août, qui par son article 4 donc, clôt le changement qui était prévu. L'article 13 de la loi de finances pour 2013 est venu à son tour opérer de nouvelles modifications, et donc il s'agit à présent de les évoquer pour situer le régime applicable à présent. Tout d'abord, l'article 13 de la loi de finances pour 2013, il convient de le préciser, ne modifie pas le seuil d'assujettissement à l'impôt prévu depuis 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine, c'est-à-dire qu'il conserve le seuil d'assujettissement fixé à 1,3 million d'euros. C'est l'article 885 grand A qui le prévoit. En revanche, la loi de finances pour 2013 donc, institue un nouveau tarif progressif de l'impôt de solidarité sur la fortune qui comprend 6 tranches. 6 tranches d'imposition qui s'ordonnent de la façon suivante. La fraction de la valeur nette taxable du patrimoine qui n'excède pas 800 000 euros s'expose à un tarif de 0%. La fraction de la valeur nette taxable du patrimoine située entre 800 000 euros et 1 300 000 s'expose à 0,50%, supérieur à 1 300 000 et inférieur à 2 570 000, 0,70%, supérieur à 2 570 000 et inférieur ou égal à 5 millions d'euros, 1%, supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 10 millions, 1,25%, et enfin, le taux marginal d'imposition en vertu de ce barème, pour la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine qui se situe au-delà de 10 millions d'euros, eh bien, le taux applicable est donc de 1,50%. L'article 13 de la loi de finances pour 2013, il faut le signaler, a par ailleurs supprimé le principe d'actualisation automatique annuelle du tarif de l'ISF. Et donc, au vu de ce qui vient d'être dit, au regard du tarif qui était en vigueur en 2011, on peut faire plusieurs constats. D'abord, les 800 000 premiers euros restent non imposables, puisque soumis à un taux de 0%. Deuxième remarque, les écarts entre les tranches sont significativement resserrés, ce tarif ne comportant désormais que 6 tranches au lieu de 7 en 2011, avec notamment une dernière tranche applicable à la fraction, nous venons de le voir, fraction du patrimoine qui excède 10 millions au lieu de 16 790 000 autrefois. Signalons enfin l'abaissement du seuil de la dernière tranche, qui est compensée par une baisse du taux marginal d'imposition, désormais fixé à 1,5%. Donc on est plutôt taxé, mais à un taux moindre. Et au total, finalement, ce dont s'aperçoivent les commentateurs, c'est que ces aménagements se traduisent par une plus forte concentration de l'imposition sur les patrimoines intermédiaires qui sont exposés à l'impôt de solidarité sur la fortune. Le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune ne donne pas lieu à l'application du mécanisme bien connu par ailleurs du quotient familial. C'est donc là où on se sépare de l'impôt sur le revenu. Il y a certes un barème progressif, mais pas de quotient familial. Il faut dire que le législateur avait bien prévu des réductions d'impôts pour charges de famille.
le montant de l'impôt résultant de l'application du barème devait être réduit de 150 € par personne à charge, mais cette réduction d'impôt a été supprimée à compter de l'impôt 2013. C'est l'article du CGI, Code général des impôts, l'article 885 grand V, qui a été abrogé par l'article 13 de la loi de finances pour 2013, donc loi du 29 décembre 2012. Il y a tout de même d'autres réductions d'impôts qu'il convient de signaler. D'une part, la loi TEPA, que j'évoquais tout à l'heure, a créé un dispositif de réduction d'impôts au titre des investissements effectués dans les PME. Et cette réduction bénéficie aux redevables qui investissent dans des PME ou qui souscrivent des parts de fonds d'investissement de proximité ou de fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, ou encore de fonds communs de placement à risque. Avantage qui a été modéré par la loi de finances pour 2011. Ainsi, la réduction accordée à ces redevables n'est plus égale à 75, mais à 50% du montant des versements effectués au titre des souscriptions au capital des PME ou du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts dans les fonds que je viens d'évoquer. Sachant que pour ce qui est des souscriptions au capital de PME, ces 50% sont limités tout de même par un plafond. La limite annuelle est de 45 000 € et non plus de 50 000 €. Et pour ce qui est du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts dans des fonds, la limite annuelle est de 18 000 et non plus 20 000 €. Je signale encore que la loi TEPA a créé une réduction d'impôt en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d'intérêt général. Et les redevables à l'ISF peuvent donc imputer 75% du montant de leurs dons sur le montant de leur impôt, dans la limite annuelle de 45 000 €, et non plus dans la limite annuelle de 50 000 € comme c'était le cas autrefois. J'en viens à présent, toujours de ces développements consacrés à la liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune, j'en viens au mécanisme de plafonnement de l'ISF. C'est l'article 885 V bis du Code général des impôts. Un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune était applicable jusqu'en 2011 et il a été par la suite supprimé. Toutefois, il faut le dire, compte tenu du rehaussement du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune voulu par la loi de finances pour 2013, un mécanisme de plafonnement du montant de l'impôt a été rétabli. Ce dispositif est similaire à celui qui s'appliquait jusqu'en 2011, exception faite essentiellement du taux applicable, qui est de 75% au lieu de 85%, et du plafonnement, qui ne s'applique pas. Il faut savoir que la loi de finances pour 1996 prévoyait une limitation des effets du plafonnement de l'ISF concernant les redevables dont le patrimoine taxable excède la limite supérieure de la troisième tranche du tarif. Mais donc ce plafonnement du plafonnement est écarté désormais dans ce mécanisme de plafonnement de l'ISF. Seuls les redevables domiciliés fiscalement en France peuvent en bénéficier, et le mécanisme s'ordonne de la façon suivante. Quand le total de l'ISF et des impôts dus par un contribuable au titre des revenus et produits de l'année précédente excède 75% de ses revenus et produits déterminés, son impôt est en principe réduit de cet excédent. Donc, pour calculer le plafond concernant chaque redevable, il faut comparer le montant cumulé de certains impôts dus au titre de l'année précédente, d'un côté, et le montant cumulé de certains revenus de la même année. Pour les impôts, il est fait masse de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur le revenu, des prélèvements et contributions additionnelles à l'impôt sur le revenu, ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu. On compare donc le montant de ces impôts dus au titre de l'année précédente au montant des revenus et produits qui ont été imposés à ce titre pour voir si le seuil de 75% donc, est atteint ou pas. Et si c'est le cas, il y a donc, comme je l'évoquais à l'instant, une réduction de l'excédent à raison de ce dépassement, de l'excédent d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de l'excédent au-delà donc de 75%. Un dernier mot sur la liquidation de l'impôt sur la fortune, pour rappeler surtout que le dispositif de bouclier fiscal qui permettait aux contribuables d'obtenir pendant plusieurs années la restitution de la fraction de leurs impôts directs qui excédait 50% de leurs revenus est supprimé depuis le 1er janvier 2013. C'est donc la loi du 29 juillet 2011, dont l'article 30
avait prévu cette suppression à compter du 1er janvier 2013. Simplement, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, la fraction du droit à restitution acquis en 2011 ou en 2012 et non imputée sur la cotisation d'ISF de la même année constitue une créance sur l'État qui demeure imputable sur les cotisations d'ISF dues au titre des années suivantes. Donc, on le voit, en droit, le bouclier fiscal donc, a disparu, il est supprimé à compter du 1er janvier 2013, mais simplement il s'éteint lentement, c'est-à-dire que ses effets s'éteignent lentement à mesure que s'épuisent donc les créances constituées les années précédentes par les contribuables en vertu de la loi. Nous en avons terminé avec l'impôt de solidarité sur la fortune. Il convient à présent d'étudier, dans cette leçon consacrée aux impôts sur le patrimoine et aux impôts sociaux, il convient d'étudier dans une troisième section la fiscalité immobilière locale. En effet, la troisième composante de l'imposition du patrimoine en France réside dans la fiscalité immobilière locale. Comme l'impôt de solidarité sur la fortune, il ne s'agit pas d'une imposition occasionnelle du patrimoine, mais d'une imposition annuelle. Et cette fiscalité prend appui sur plusieurs impôts locaux qui sont plus ou moins directement le prolongement des 4 vieilles contributions directes qui cessèrent d'être des impôts d'État en 1917, c'est-à-dire les 2 taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises, c'est-à-dire l'une des composantes de la contribution économique territoriale, impôt qui a récemment succédé à la taxe professionnelle, donc qui était aussi l'une des 4 vieilles contributions directes qui avaient succédé à la patente. Le produit de ces impôts locaux, est destiné aux collectivités territoriales et ces collectivités possèdent à leur égard un pouvoir tout à fait réel. Dans le cadre arrêté par la loi, elles peuvent en effet fixer le taux de ces impositions, même si cette liberté est limitée, afin d'éviter l'apparition de différences d'imposition trop importantes entre les contribuables et entre les collectivités sur le territoire français. Le taux des taxes foncières et le taux de la taxe d'habitation ne peut dépasser dans une collectivité déterminée 2,5 fois la moyenne nationale de l'année précédente. C'est donc un encadrement qui s'impose aux collectivités. La variation des taux de chaque impôt est également encadrée. Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département. Commençons donc cette étude de la fiscalité immobilière locale par les taxes foncières. Dans un premier paragraphe. Tout propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti est en principe soumis à la taxe foncière et en fonction du bien considéré, il s'agira de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La taxe foncière sur les propriétés bâties frappe en principe toute personne qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, possède une propriété bâtie située sur le territoire français. Ce que prévoit les articles 1380 et suivants du Code général des impôts. Les propriétés concernées par cet impôt se définissent comme toute construction fixée au sol à perpétuelle demeure. Et pour relever de cette imposition, une construction doit par ailleurs être achevée, condition qui est appréciée de façon très stricte. En effet, une construction est considérée comme achevée lorsqu'elle peut être utilisée conformément à sa destination, et cette approche permet d'éviter que les contribuables puissent se soustraire à l'impôt en se contentant de maintenir perpétuellement une construction en travaux. L'impôt ne concerne pas seulement les constructions destinées à l'habitation, un certain nombre d'exemples peuvent être cités à ce sujet. Ainsi sont imposables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, les ouvrages d'art et les voies de communication, exception faite des voies publiques, dans la mesure où ils sont utilisés par les établissements industriels pour les besoins de leur exploitation, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, ou encore les emplacements de parking qui constituent des dépendances indispensables et immédiates de constructions imposables.
Certaines propriétés bénéficient néanmoins d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, exonération qui peut être permanente ou bien temporaire. S'agissant des exonérations permanentes, on peut citer par exemple les bâtiments ruraux qui servent aux exploitations rurales, les édifices affectés à l'exercice public du culte, ou encore les bâtiments diplomatiques et ceux des organisations internationales. Et puis les propriétés appartenant à une collectivité publique également, dans la mesure où elles sont affectées à un service public et ne sont pas productives de revenus, sont exonérées en permanence de la taxe foncière sur les propriétés bâties. D'autres exonérations, je le disais, sont prévues à titre temporaire et elles concernent en particulier les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions qui bénéficient donc d'une exonération durant les 2 années qui suivent celle de leur achèvement. La taxe foncière sur les propriétés bâties a pour base d'imposition la valeur locative cadastrale du bien, c'est-à-dire le rendement théorique de la propriété. La valeur locative est une évaluation du loyer annuel que produirait la propriété si elle était louée, et en principe, la valeur locative doit être évaluée lors de révisions générales, effectuées tous les 6 ans et complétées par des actualisations triennales, mais en réalité, la dernière actualisation date de la période de 1970 à 1973. Ces résultats ont été mis en application en 1974 et par la suite, ils n'ont été actualisés qu'une seule fois, en 1980. Les révisions qui auraient dû intervenir depuis lors n'ont pas eu lieu, on leur a donc substitué de simples majorations forfaitaires annuelles, si bien que la valeur locative des biens est en général tout à fait sous-évaluée, s'agissant de la taxe foncière. Une actualisation des valeurs locatives a été maintes fois annoncée par les gouvernements successifs, mais elle n'a pas encore abouti. Il est vrai que le phénomène de rattrapage de l'évolution des valeurs locatives pourrait avoir des conséquences tout à fait importantes et redoutables pour bon nombre de contribuables. Le calcul de l'impôt, il faut encore le préciser, consiste à faire application du taux de l'impôt à la valeur locative après application éventuelle d'un abattement dont bénéficierait le contribuable. L'autre taxe foncière, c'est la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cet impôt est établi tous les ans sur les propriétés non bâties de toute nature situées en France, comme le prévoit l'article 1396 du Code général des impôts et les articles suivants. Et c'est un impôt qui frappe les propriétaires de terrains sans construction, qu'il s'agisse de friches, de terrains à bâtir, de vergers, de carrières, de mines, d'étangs, de bois. Certaines propriétés, là aussi, bénéficient d'exonérations qui peuvent être permanentes ou temporaires. Au titre des exonérations permanentes, on citera les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, bref, les voies publiques. Quant aux autres terrains ou propriétés qui bénéficient de cette exonération permanente, il faut citer les chemins des associations foncières de remembrement, les propriétés de l'État, des collectivités territoriales et de certains organismes publics, lorsque ces propriétés sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et qu'elles ne sont pas productives de revenus. Mentionnons encore les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et certains terrains très particuliers tels que par exemple les jardins attenant aux bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail lorsque ceux-ci sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations. Sont également prévues des exonérations temporaires, je le disais, et à cet égard on peut mentionner par exemple les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, qui sont exonérés quant à eux pendant les 10, 30 ou 50 premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette taxe foncière sur les propriétés non bâties a pour base d'imposition la valeur locative de la propriété, dont l'actualisation appelle les mêmes remarques. Et s'agissant du calcul de l'impôt, il obéit pour l'essentiel aux mêmes règles qu'en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un autre impôt local doit être abordé ici. Il s'agit, dans un paragraphe 2, de la taxe d'habitation.
Cet impôt est dû en principe par toutes les personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance de certains locaux, peu importe qu'elles les occupent effectivement ou non. C'est ce que prévoient les articles 1407 et suivants du Code général des impôts. Relèvent de cet impôt direct les locaux meublés affectés à l'habitation, les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés, ainsi que les locaux meublés occupés par des organismes de l'État et des collectivités territoriales ou par des établissements publics autres que les établissements scientifiques d'enseignement et d'assistance. En somme, est passible de la taxe d'habitation aussi bien un propriétaire qu'un locataire ou que toute autre personne disposant ou ayant la jouissance de tels locaux à un autre titre. Mais c'est bien donc la disposition ou la jouissance du local qui justifie l'imposition. L'impôt peut donc concerner par exemple une personne qui occupe à titre gratuit un appartement qui ne lui appartient pas, de même que le locataire ou le propriétaire qui occupe son appartement. Comme pour les taxes foncières, des exonérations sont prévues ici, qui concernent certaines personnes et certains locaux. S'agissant des personnes, sont exonérés les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance, les membres du corps diplomatique et consulaire de nationalité étrangère, ainsi que certains hauts fonctionnaires des organisations internationales établies en France et les représentants nationaux auprès de ces organisations pour leur résidence officielle, mais aussi les habitants reconnus indigents par la Commission communale des impôts directs. S'agissant des locaux, échappent à cette taxe les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie intégrante de l'habitation personnelle du redevable. On peut ajouter à cette hypothèse celle des bâtiments qui servent aux exploitations rurales, celle des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et dans les pensionnats, les bureaux des fonctionnaires publics ou encore les locaux affectés au logement des étudiants dans les cités universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un CROUS ou par un organisme qui en subordonne la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues à celles que prévoient donc les CROUS. La taxe d'habitation est elle aussi calculée sur la base de la valeur locative du bien en cause, et le montant de la taxe est obtenu en appliquant à cette base d'imposition les taux fixés par les collectivités territoriales. Néanmoins, afin d'assurer une certaine personnalisation de cet impôt, il existe divers abattements et divers dégrèvements à prendre en considération. Dans le cas d'un logement affecté à l'habitation principale, il est ainsi prévu l'application obligatoire d'un abattement pour charges de famille à la valeur locative de l'habitation. Des abattements facultatifs sont également prévus. Les collectivités territoriales ont ainsi la possibilité d'instituer ou non un abattement général, ainsi qu'un abattement en faveur des personnes disposant de revenus faibles ou en faveur des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité. Il reste à présent, dans un troisième paragraphe, à étudier ici la suppression de la taxe professionnelle et la création d'un nouvel impôt, la contribution économique territoriale. Jusqu'en 2009, la taxe professionnelle s'ajoutait aux trois précédents impôts, et cet impôt, qui avait succédé, je le disais tout à l'heure, à l'ancienne patente, était dû chaque année par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, c'est-à-dire une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale non salariée. Cet impôt, la taxe professionnelle, comportait de nombreuses exonérations concernant notamment les collectivités publiques pour leurs activités de caractère essentiellement éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, et des exonérations concernaient aussi les exploitants agricoles, certains pêcheurs ou encore les artistes lyriques et dramatiques ou les sages-femmes. Il y avait là des exonérations permanentes
auxquelles s'ajoutaient d'autres exonérations, temporaires celles-là, et qui pouvaient concerner les entreprises nouvelles, au titre de la reprise d'un établissement en difficulté, ou les entreprises se développant dans les zones franches urbaines, notamment. Si bien qu'à son dernier stade, cet impôt avait pour seule base d'imposition la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Après plusieurs réformes au cours de la période récente, cet impôt a finalement été supprimé. Il a été supprimé par la loi de finances pour 2010, car la taxe professionnelle était depuis longtemps considérée comme un impôt anti-économique. Il était critiqué parce qu'il avait pour effet de pénaliser l'investissement dans l'outil de production, c'est-à-dire aussi bien l'achat de machines que la construction d'usines, et donc finalement, il était pénalisant pour la croissance. Un autre élément justifiait la critique adressée à cette imposition, c'est le poids des charges que cette taxe représentait pour le budget de l'État. Et le poids de ces charges pour le budget de l'État a également joué donc un rôle décisif dans l'abandon de la taxe professionnelle. En effet, des dégrèvements de taxes professionnelles étaient régulièrement institués. Or, la prise en charge du coût de ces dégrèvements d'impôts, décidés par les collectivités territoriales, reposait essentiellement sur l'État et représentait pour le budget de l'État une charge de plus de 12 milliards d'euros annuellement. La loi de finances pour 2010 a donc prévu dans son article 2 le remplacement de cette taxe professionnelle par un nouvel impôt local à compter de l'année 2010. Et le nouvel impôt local, c'est la contribution économique territoriale, la CET, impôt qui est composé de 2 cotisations. La cotisation foncière des entreprises, qui est un impôt assis sur la valeur locative foncière des biens passibles de l'une des 2 taxes foncières, et dont le contribuable disposerait pour les besoins de sa profession. Et puis l'autre composante de la CET, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont l'objet est indiqué par la dénomination. Donc on le comprend clairement ici. Pour une part, la contribution économique territoriale est bien une imposition du patrimoine à travers la cotisation foncière des entreprises, régie par les articles 1447 et suivants du Code général des impôts. Nous avons abordé les différentes formes d'imposition du patrimoine. Il s'agit à présent, dans cette leçon, d'aborder une autre forme d'imposition que sont les impôts sociaux. Au cours des 20 dernières années, les difficultés financières de la sécurité sociale, liées à la dégradation de ses ressources, pour diverses raisons, ont conduit à la création de nouveaux impôts. Impôts généralement qualifiés d'impôts sociaux. Ce sont des impôts qui se caractérisent effectivement par le fait qu'ils ont un but social. Ils servent au financement de la protection sociale. C'est leur objet. Outre la contribution sociale généralisée, la fameuse CSG, outre la contribution au remboursement de la dette sociale, la non moins fameuse CRDS, dont le produit sert à l'apurement des déficits de la sécurité sociale, on peut mentionner ici le prélèvement social de 2% destiné aux caisses nationales d'allocation familiale et d'assurance vieillesse, la contribution additionnelle de 0,3% affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une contribution additionnelle de 1,1% qui finance la généralisation du revenu de solidarité active, le RSA, mais nous nous limiterons ici aux 2 principaux prélèvements de cette catégorie, que sont la CSG et la CRDS, et donc tout d'abord la CSG, la contribution sociale généralisée. La CSG, créée par la loi du 29 décembre 1990, loi de finances pour 1991, est un prélèvement institué afin de faire face aux besoins de financement de la sécurité sociale. Si des doutes avaient pu légitimement être émis quant à la nature fiscale de ce prélèvement, le Conseil constitutionnel les a écartés très clairement dans sa décision du 28 décembre 1990 en jugeant que la CSG entre dans la catégorie des impositions de toute nature
visés à l'article 34 de la Constitution et dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. C'est la décision du Conseil constitutionnel numéro 90-285-DC du 28 décembre 1990, loi de finances pour 1991, à trouver sur le site du Conseil constitutionnel. La contribution sociale généralisée, la CSG, participe ainsi d'une politique de fiscalisation de certaines dépenses sociales, au sens où un nouveau prélèvement fiscal a été créé, un nouvel impôt, qui vient se substituer en partie aux cotisations salariales. À certains égards, la CSG est proche de l'impôt sur le revenu. L'un comme l'autre, en effet, sont des impôts sur le revenu des personnes physiques. Néanmoins, ces deux impositions se distinguent sous plusieurs aspects. D'abord, la CSG n'est pas un impôt progressif, c'est un impôt proportionnel, moins juste donc que l'impôt sur le revenu. Ensuite, en ce qui concerne les revenus consistant en des salaires ou des pensions de retraite, la CSG est prélevée à la source, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas encore le cas en matière d'impôt sur le revenu. Il faut ajouter encore qu'une fraction de la CSG est déductible du montant des revenus imposables au titre de l'impôt sur le revenu. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Enfin, le rendement de la CSG est meilleur que celui de l'impôt sur le revenu, de sorte que du point de vue de ses recettes, cet impôt proportionnel constitue même aujourd'hui le premier prélèvement fiscal sur le revenu des personnes physiques, pour environ 70 à 80 milliards d'euros. La CSG a une assiette très large, elle englobe les revenus d'activité, c'est-à-dire les salaires, les revenus assimilés et les revenus professionnels non salariés, et elle frappe aussi les revenus de remplacement, c'est-à-dire aussi bien les pensions de retraite que les allocations de chômage. La CSG frappe aussi les revenus du capital, ce qui recouvre un ensemble très vaste, qui comprend notamment les revenus fonciers, les rentes viagères constituées à titre onéreux, certaines des plus-values taxées à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, les revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, lorsqu'ils n'ont pas été assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus professionnels, certains revenus partiellement ou totalement exonérés d'impôt sur le revenu, tels que les plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes, ou encore les plus-values professionnelles à long terme réalisées dans le cadre d'un départ à la retraite. Et on peut encore mentionner les produits de placement à revenu fixe ou à revenu variable, y compris ceux qui sont exonérés d'impôt sur le revenu. Donc, véritablement, l'assiette de la CSG est particulièrement large. Le taux proportionnel de la CSG varie en fonction des catégories de revenus. Concernant les revenus d'activité, ce taux est de 7,5%, ce qui est tout de même significatif. Concernant les revenus de remplacement, le taux de 7,5% s'applique pour les allocations de pré-retraite versées aux bénéficiaires dont la pré-retraite a pris effet depuis le 11 octobre 2007, et un taux réduit de 6,6% est prévu pour les autres allocations de pré-retraite et pour les pensions de retraite et d'invalidité, et un taux de 6,2% porte sur les autres revenus de remplacement, c'est-à-dire les allocations chômage, les indemnités journalières de sécurité sociale. Quant aux revenus du patrimoine et aux produits de placement, le taux de la CSG s'élève à 8,2%. Enfin, concernant les revenus de jeu, le taux de la CSG s'élève à 9,5%. On le voit donc, un niveau de taxation tout à fait élevé, une assiette très large et un produit naturellement qui est très très élevé et qui procure donc au Trésor des recettes importantes. En matière d'impôt sur le revenu, la CSG est déductible du montant des revenus imposables au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur du taux de 5,1%. Elle est déductible à hauteur du taux de 5,1% s'agissant des revenus au titre desquels elle est acquittée. Et cette déductibilité est ramenée à 4,2%
concernant la CSG perçue sur les pensions de retraite et d'invalidité, mais aussi pour les allocations de pré-retraite perçues par les salariés dont la pré-retraite a pris effet avant le 11 octobre 2007. S'agissant de la CSG perçue sur les autres revenus de remplacement, elle est quant à elle déductible à hauteur de 3,8%, et il faut encore signaler que, pour ce qui concerne les revenus du patrimoine et les produits de placement, la fraction de CSG déductible est de 5,8%. Il nous faut encore aborder, dans un dernier point, un autre impôt social, la contribution au remboursement de la dette sociale, c'est-à-dire la CRDS. Cet impôt a été créé par l'ordonnance du 24 janvier 1996, texte qui prévoyait qu'à partir du 1er février 1996, ce nouveau prélèvement serait institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans le but d'apurer le déficit du régime général de la sécurité sociale des années 1994 et 1995, et une partie du déficit prévisionnel de 1996. La CRDS, c'était un impôt créé spécialement pour alimenter la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, établissement public créé par l'ordonnance de 1996 et qui avait pour but de gérer et d'amortir la dette sociale. Initialement, il était donc prévu que la CRDS soit prélevée pendant une durée de 13 ans, durée qui devait permettre à la CADES de venir à bout de la dette sociale. En d'autres termes, on externalisait la dette qui était confiée à la CADES, et celle-ci avait pour but de l'effacer, de faire en sorte qu'elle s'éteigne à partir de cette recette, la CRDS. En fait, dès 1998, ce délai a été prolongé de 5 années supplémentaires pour être porté à 18 ans, et la loi du 13 août 2004 est finalement venue supprimer la date limite, si bien que la CRDS ne peut plus véritablement être regardée comme un impôt exceptionnel et temporaire. C'est un impôt dont l'assiette est très proche de celle de la CSG, puisque la CRDS porte sur les revenus d'activité et de remplacement, sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, mais néanmoins, à la différence de la CSG, elle frappe aussi les cessions à titre onéreux de métaux et objets précieux, donc son assiette particulièrement étendue. Quant au taux de cet impôt, il est en revanche plus faible que celui de la CSG, puisqu'il s'élève simplement à 0,5%. À la différence de la CSG, aucune fraction de la CRDS n'est déductible de la base imposable au titre de l'impôt sur le revenu. C'est donc la différence majeure qu'il faut remarquer ici entre ces deux impositions, au-delà de l'assiette et du taux. Cette leçon est consacrée à la question de l'application territoriale de l'impôt. En effet, pour des raisons personnelles, des raisons professionnelles, des raisons économiques également, la situation des contribuables peut comporter une dimension internationale et la loi prend bien soin de définir les conditions dans lesquelles s'appliquent alors les différents impôts. C'est ce que nous allons voir d'abord à travers l'application territoriale de l'impôt sur le revenu. Il faut préciser à cet égard une première chose, c'est que la règle fiscale, le plus souvent, on va trouver, ou dans bien des cas, trouver à s'appliquer à des situations qui ne rencontrent pas de difficultés concernant la localisation de la matière imposable, que ce soit un patrimoine, un revenu ou des bénéfices. Pas de difficulté non plus concernant la personne du contribuable. Une personne qui réside en France, qui a pour revenu imposable uniquement des salaires retirés d'une activité en France, ne soulève pas beaucoup d'interrogations quant à l'application territoriale de l'impôt sur le revenu, par exemple. Mais il existe donc bon nombre de situations dans lesquelles il existe un ou plusieurs éléments d'extranéité, un ou plusieurs éléments qui mettent le contribuable ou plus globalement sa situation économique ou professionnelle en relation avec un autre territoire. Par exemple, en matière d'impôt sur le revenu, eh bien, la personne qui vit habituellement aux États-Unis, qui est envoyée plusieurs mois en France par son entreprise, où elle perçoit une partie de ses revenus d'activité, eh bien, conduit à s'interroger sur le point de savoir si elle tombe dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ou non. Une société qui développe une activité en France et à l'étranger, cela pose, là encore, qu'elle soit basée à l'étranger ou en France, du point de vue de son siège,
la question de savoir s'il y a lieu de l'imposer au titre de l'impôt sur les sociétés. Il existe donc de cette façon une multiplicité de situations et d'interrogations à cet égard.